Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Concertation populaire ce mercredi en Éthiopie concernant la création d'une région autonome pour les membres de l'ethnie Sidama. Une disposition prévue par la Constitution pour tout groupe ethnique souhaitant former une nouvelle entité. La formation attendue d'un gouvernement d'union nationale a motivé le retour des déplacés au Soudan du Sud. L'accord de paix signé en septembre 2018 suscite beaucoup d'espoir chez certains réfugiés qui commencent à regagner le pays. Et le Nigeria subit un niveau record d'inflation depuis sa décision de fermer ses frontières avec le Bénin et le Niger. Les prix à la consommation se sont envolés de 11,64% en octobre 2019, une situation inédite depuis mai 2018. Mais tout d'abord, 24 soldats maliens ont perdu la vie ce lundi 18 novembre suite à une attaque terroriste au sud de Ménaka, à la frontière avec le Niger. Les forces maliennes et nigériennes menaient une opération conjointe contre des djihadistes quand une patrouille a été attaquée à Tabankor. Le bilan fait état de 24 pertes en vie humaine du côté des soldats maliens. 17 terroristes ont été abattus. Notons que depuis le début du mois de novembre 2019, l'armée malienne a essuyé une centaine de pertes en vie humaine. Un référendum est prévu ce mercredi en Éthiopie. Cette consultation populaire concerne les membres de l'ethnie Sidama. Ils sont appelés à se prononcer pour la création ou non de leur propre région autonome au sein de l'État fédéral éthiopien. Une nouvelle poussée de revendications régionales susceptible de créer des tensions dans le pays. Corinne Kamdem. Ce mercredi 20 novembre, les membres de l'ethnie Sidama vont se prononcer par référendum pour la création de leur propre région autonome au sein de l'État fédéral éthiopien. Le droit à ce référendum est inscrit dans la constitution éthiopienne, mais pour de nombreux experts, c'est la libéralisation politique impulsée par le Premier ministre Abiy Ahmed qui a poussé les partisans de la régionalisation à mettre en avant leurs revendications. L'Éthiopie compte plus de 80 groupes ethniques au total et plus d'une douzaine d'autres groupes envisagent de demander des votes similaires. La question de l'état de Sidama existe depuis plus de 130 ans. C'est un problème pour lequel nos ancêtres ont fait de lourds sacrifices. Le référendum qui aura lieu nous rend extrêmement heureux. C'est encore plus excitant que notre mariage. Les Sidama revendiquent cette autonomie depuis un moment. En juillet 2019, la situation s'est quelque peu envenimée à l'annonce par les dirigeants Sidama de la proclamation unilatérale de l'autonomie de leur État. Ce qui a débouché sur des affrontements meurtriers entre autonomistes et forces de sécurité fédérales. Addis Abeba a par la suite placé la zone sous contrôle de la police fédérale et de l'armée. Si le référendum est adopté, le peuple Sidama aura le contrôle sur les impôts locaux, l'éducation, la sécurité et les lois. Ce n'est pas seulement moi. Tous les membres de ma famille sont allés à Hawassa et se sont inscrits pour voter. Mes employés qui vivent et travaillent à Addis Abeba ont fait de même. J'ai organisé le transport de la plupart d'entre eux et certains ont pris les transports en commun. Personne ne manquera cette journée. Dieu nous en préserve, à moins que ce ne soit une question de vie ou de mort. C'est simplement une journée que nous ne manquerons pas. La zone Sidama est peuplée de 3 millions d'habitants sur le total national de 108 millions. Si les Sidama représentent le 5e groupe ethnique du pays, la zone est cependant dotée de plusieurs atouts économiques qui lui confèrent un certain poids politique. 2 cafés de grande valeur, le Sidamo et le Yirgachef, y sont cultivés et le parc industriel de sa capitale à Hawassa, dédié au textile et à l'habillement, est considéré comme l'un des fleurons de l'Éthiopie moderne. Également dans l'actualité, le Burkina Faso veut reprendre le contrôle de son ciel. L'état-major de l'armée burkinabé a demandé le 15 novembre à la France et à tous les autres pays intervenant dans son domaine aérien de l'informer désormais de tout déplacement d'aéronefs 48 heures à l'avance, faute de quoi ceux-ci pourraient être considérés comme ennemis et traités comme tels. Une décision prise sur fond d'un sentiment de contestation contre les actions de la France et d'une situation sécuritaire qui s'aggrave dans le Sahel.
L'attente d'un gouvernement d'union nationale suscite beaucoup d'espoir au Soudan du Sud. Les tractations ont été prolongées jusqu'au mois de février 2020. En attendant, de nombreux déplacés ont commencé à regagner leurs terres et à quitter le Soudan voisin où ils s'étaient réfugiés suite à la guerre civile qui a débuté en 2013. Zahra Mohamed Moutiou. De plus en plus de réfugiés de retour chez eux au Soudan du Sud, comme ici dans la ville des Eaux, qui se trouve de l'autre côté de la frontière avec la République démocratique du Congo. Au moins 7 anciens déplacés y arrivent chaque semaine, comme Victoria Emilia et sa famille, qui reviennent après la signature de l'accord de paix entre le président Salva Kiir et Riek Machar, le chef de l'opposition. Accord qui leur a donné un nouvel espoir. Nous sommes revenus parce que nous avions appris que le processus de paix se déroulait bien. Nous avions également entendu à la radio que ceux qui s'étaient réfugiés dans d'autres pays devraient revenir. Quand nous avons appris cela, nous nous sommes sentis heureux parce que le chez-soi, c'est le chez-soi. Donc nous avons décidé de revenir. Au moins 1 millier de personnes ont pu revenir à Ezo. Des arrivées en hausse depuis septembre 2018 dans ce pays qui a sombré dans la guerre civile en 2013. Conflit qui a fait au moins 380 000 victimes et poussé sur les routes de l'exil plus d'un tiers des 12 millions de Sud-Soudanais. Nous pensons que c'est notre pays. Aller au Congo et y rester a été difficile pour nous. Parce que la situation au Congo est un peu délicate. C'est pourquoi nous sommes revenus ouvrir une école afin d'instruire nos enfants. Un retour motivé par l'accord de paix, mais une entente qui reste fragile, comme le montrent les difficultés des anciens ennemis à former un gouvernement. Un délai de 100 jours leur a été accordé. Un échec des négociations pourrait relancer les affrontements. La deuxième édition de la semaine de l'inclusion financière dans l'espace UEMOA a été lancée ce dimanche 17 novembre. Cette rencontre organisée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest se tient jusqu'au 23 novembre et se présente comme une véritable plateforme d'échange avec les parties prenantes sur les enjeux de la digitalisation des paiements pour le secteur financier. Amenej. Nouveau vecteur pour l'atteinte d'un taux global d'utilisation des services financiers, la digitalisation est au cœur de cette deuxième édition de la Semaine de l'inclusion financière dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Une rencontre s'articulant autour des enjeux pour le secteur financier, des mesures à mettre en œuvre pour la protection des consommateurs face aux risques liés à l'utilisation des nouvelles technologies financières. La promotion de l'innovation, notamment à travers la digitalisation, c'est un axe. L'éducation financière de nos populations. Le cadre fiscal pour stimuler la croissance, mais pour stimuler l'atteinte des objectifs de cette stratégie d'inclusion financière. Une inclusion financière réussie nécessite la mise en place de mesures visant à pallier les risques de fraude et d'atteinte à la vie privée afin de garantir un meilleur accès des populations, surtout rurales, aux services financiers par la digitalisation. Par ailleurs, des mesures devraient également garantir l'accès à l'information, le traitement équitable et les mécanismes de recours. La digitalisation des services financiers n'aura de sens que si les populations au niveau rural peuvent également avoir accès. Et pour avoir accès, il faut que d'abord que les équipements, les infrastructures de base, dont l'Internet, soient déployés partout dans tous nos hameaux au niveau de tous les pays de l'UEMOA. Selon les dernières statistiques publiées par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le taux d'inclusion financière s'est accru de 20% entre 2014 et 2018 pour s'établir à 57,1%. Ceci grâce aux nombreuses initiatives entreprises dans le sens de la modernisation du cadre réglementaire, même si d'énormes défis restent à être relevés pour renforcer l'éducation financière des populations. La fermeture des frontières terrestres décidée par le Nigeria en août 2019 avec le Bénin et le Niger n'est pas sans conséquence sur les prix à la consommation sur le marché national. Ceux-ci ont connu une inflation annuelle qui s'est envolée à 11,24% en octobre 2019, ce qui représente un niveau record depuis mai 2018. Et ce n'est peut-être pas la fin puisque le Nigeria envisage de maintenir la fermeture de ses frontières au moins jusqu'à janvier 2020. Corinne Camden.
La hausse des prix des denrées alimentaires après la fermeture des frontières avec ses pays voisins, le Bénin et le Niger, a entraîné une hausse de l'inflation annuelle au Nigeria au mois d'octobre 2019. Le taux d'inflation annuel est passé de 11,24% en septembre à 11,61% en octobre selon le Bureau national de la statistique. Il s'agit du taux d'inflation le plus élevé enregistré depuis mai 2018 dans le pays. Les produits alimentaires sont tellement chers sur le marché ces jours-ci. Lorsque vous allez dans un magasin et que vous posez la question de savoir pourquoi, ils vous répondent que c'est parce que la frontière est fermée et d'autres excuses du type. Quand ce n'est pas la récession, c'est la fermeture des frontières. Je trouve mon ménage difficile à gérer ces derniers temps. Le Nigeria a décidé de fermer indéfiniment ses frontières terrestres en août dernier pour lutter contre la contrebande de riz et d'autres produits. Décision qui affecte économiquement les pays voisins. Le 14 novembre, une réunion tripartite entre le Bénin, le Niger et l'État fédéral s'est tenue à Abuja afin de trouver un consensus. Les trois pays ont ainsi convenu de constituer une force de patrouille frontalière conjointe pour lutter contre la contrebande entre les pays après une réunion entre leurs ministres des Affaires étrangères. Tout a maintenant augmenté d'un penny ou d'un naira, ou d'un millier de plus, tout sur le marché. Pas un seul article, pas même le sel, la marchandise la moins chère et la plus courante, n'a résisté à l'augmentation des prix, et cela est très très mauvais. Nous nous dirigeons vers une situation où les gens seront obligés de faire ce qu'ils ne devraient pas faire parce qu'ils doivent survivre. Les prix des denrées alimentaires vont probablement augmenter plus rapidement dans le pays au cours des 2 prochains mois, selon les experts, étant donné que la demande et les dépenses des consommateurs augmentent au cours de la période de Noël et du Nouvel An. Les Diables Rouges du Congo ont renoué avec la victoire ce dimanche 17 novembre en s'imposant à domicile 3-0 face à la Guinée-Bissau. Un match joué dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021 qui se tiendra au Cameroun. Le Congo revient ainsi dans la course à la première place dans le groupe I. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Le Congo a battu la Guinée-Bissau lors de cette deuxième journée des éliminatoires de la prochaine CAN qui se déroulera au Cameroun en 2021. Prince Ibara a été le premier à se distinguer par l'ouverture du score à la 10e minute. 1-0 a été le score à la pause. Au retour des vestiaires, sur un contre Junior Makessé, sert Silver Ngavoula à la 76e minute pour le 2-0. Et 4 minutes après, Junior Makessé, bien servi par le précédent buteur, a inscrit le 3e but des Diables Rouges et a scellé la victoire des siens qui reviennent à hauteur de leur adversaire du jour dans le groupe I. Bravo à mes joueurs, vraiment bravo, parce que c'est pas facile. C'était un match qu'avant je disais on va souffrir beaucoup, parce que moi j'ai regardé l'équipe de Guinée et je connaissais déjà l'équipe de Guinée. Nous on va souffrir, mais on va jouer pour un ballon. Dans le compte, nous on sommes forts. Après, bien sûr que dans le match il y avait beaucoup de difficultés. Victorieuse de l'Eswatini par 3-0 lors de la première journée de ces éliminatoires, la Guinée-Bissau a été en dessous de la moyenne ce dimanche au stade Alphonse Massamba Déba, mais son entraîneur a dénoncé des irrégularités au niveau de l'arbitrage. Le premier but du Congo, c'est hors-jeu. Il a attaqué en sol avec nos gardiens. Le deuxième but, c'est le contre-attaque de Congo, c'est le corner contre Congo. Mon capitaine, il a fait le ballon contre le pied du joueur du Congo. Et grâce à cette large victoire, le Congo prend la deuxième place avec une meilleure différence de but que la Guinée-Bissau. Le Sénégal, qui s'est imposé plus tôt face à l'Eswatini par 4-1, reste en tête du groupe I en attendant la troisième journée prévue en août 2020. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.